Imagine un pays submergé, un président qui parle à la pluie, un État ravagé, des familles coincées sur les toits, pendant que dans un coin paisible du New Jersey, le chef de l'exécutif américain sirote un soda sur la pelouse impeccable de son club privé, en souriant vaguement à une poignée de journalistes comme s'il venait de gagner un tournoi de mini-golf, et soudain, il parle de l'inspiration que lui apporte la météo. Pendant ce temps, au Texas, l'eau monte, les sirènes hurlent. Les hôpitaux sont évacués, les digues cèdent, les enfants pleurent dans les bras de leurs parents qui les enveloppent dans des sacs poubelles pour qu'ils flottent un peu mieux. Les lignes d'urgence sont saturées, les secours manquent de tout, mais à Bedminster, tout va bien. À tel point que le président des États-Unis trouve encore l'énergie pour décrocher son téléphone sécurisé et passer un appel discret à Vladimir Poutine. Oui, le maître du Kremlin lui-même, pour discuter de la Lune, pas du Texas, pas des morts, pas des enfants, non de la Lune et des possibles projets communs dans l'espace, une sorte d'évasion intersidérale, pendant que son propre peuple boit la tasse, et pendant que cette scène surréaliste se joue sous nos yeux, l'homme le plus puissant du pays explique à la presse que les États doivent apprendre à se débrouiller seuls, qu'on ne peut pas toujours compter sur le gouvernement fédéral, une phrase glaçante et pourtant parfaitement cohérente avec les plans qu'il prépare dans l'ombre, un document de plus de 100 pages, baptisé Projet 2025, dans lequel on découvre une ligne budgétaire précise, coupée de 25% les financements de la FEMA, l'agence chargée des secours en cas de catastrophe naturelle, comme celle qui noie actuellement le Texas. Et ce n'est pas tout, ce plan prévoit aussi de privatiser en partie les secours d'urgence? Oui, vous avez bien entendu, dans cette Amérique-là, quand votre maison est engloutie par les eaux, on pourrait bientôt vous demander votre carte bleue avant de vous tendre une main. Imaginez un monde où survivre devient une option payante, où l'eau qui vous submerge n'est plus une urgence mais un business, où chaque goutte est une opportunité de profit. Et quand un journaliste ose poser une question simple sur les ressources manquantes dans les zones sinistrées, Trump esquive, regarde son prompteur éteint, boit une gorgée de soda et répond calmement qu'il a vu des vidéos avec des gens qui rigolaient dans l'eau. Que donc, ça ne doit pas être si grave. Un rire comme preuve de résilience, comme justification pour ne rien faire. Voilà la logique d'un gouvernement qui se rêve en entreprise, où l'État n'est plus un refuge mais une marque à rentabiliser. Et pendant ce temps, les images venues du Sud sont insoutenables. Des hélicoptères survolent des villes noyées, des enfants agrippés à des arbres, des personnes âgées coincées dans leurs fauteuils immergés, et les pompiers, eux, épuisés, tentent de sauver ce qui peut encore l'être avec du matériel trop vieux et des moyens trop maigres. Car depuis des mois, la FEMA alerte tire la sonnette d'alarme sans réponse au sommet, car là-haut on préfère miser sur des murs imaginaires et des détentions de masques sur des abris et des bateaux de sauvetage. Alors oui, on aurait pu croire à une mauvaise blague, à un sketch raté, à une satire trop poussée, mais non, tout cela est réel. Un président en déni, une administration paralysée, un peuple abandonné, et un appel lunaire à un autocrate pendant que la terre se dérobe sous les pieds des citoyens. Mais ce n'est que le début, car ce que nous allons vous révéler dans la suite dépasse de loin cette première tempête. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre est plus qu'un récit. C'est un signal d'alarme, une plongée au cœur d'un système qui vacille et qui pourrait bien entraîner le reste du monde dans sa chute. Et le président, lui, était ailleurs, mentalement dérivant, dans ses réflexions lunaires, perdu dans ses métaphores maritimes, tandis que les officiers sur le terrain demandaient des consignes. Les alliés attendaient un signal, les marchés réagissaient au chaos et les familles de soldats retenaient leur souffle. Mais la seule chose qui semblait préoccuper Trump à ce moment-là, c'était cette idée étrange que les vagues ont une âme, que les pirates ont du panache et que Poutine est un poète incompris. C'est là qu'on entre dans une zone grise où l'irresponsabilité frôle la trahison, où l'absurde devient un mode de gouvernance, où chaque minute d'inaction met en péril des vies, des équilibres géopolitiques et la crédibilité de toute une nation.
Alors que la mer Rouge devient un théâtre de guerre, le bureau ovale se transforme en scène surréaliste d'un monologue intérieur ponctué de divagations et de références cinématographiques. Pendant ce temps, les agences de sécurité s'arrachent les cheveux, les hauts fonctionnaires tentent de sauver ce qui peut l'être sans directive. Les alliés internationaux appellent en boucle sans réponse, et à Bedminster, entre deux swings de golf, le président parle encore de marée de mémoire de Moby Dick et de météorologie émotionnelle, comme si tout cela relevait d'un mauvais rêve collectif, une fiction dystopique écrite à la hâte. Mais non, tout est vrai, tout s'est passé comme ça. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est devenu la norme, une administration gouvernée par l'improvisation, la distraction et le culte du spectacle. Et ce moment précis, cette conférence lunaire, pendant que les missiles s'abattent, marque un tournant, un basculement dans quelque chose de plus profond, de plus inquiétant. Car ce n'est plus seulement une question de style ou de rhétorique. C'est une faille de commandement, une absence de pilotage, une Maison Blanche qui flotte sans cap pendant que les tempêtes se multiplient et les adversaires avancent. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se pose: qui prend vraiment les décisions quand le président décide de parler à la pluie de Jack Sparrow et de la Lune, pendant que les États-Unis sont attaqués, qui tient la barre, pendant qu'ils rêvent de poésie navale, sur fond de crise réelle? La réponse à cette question est peut-être ce qui sépare encore aujourd'hui l'Amérique d'une catastrophe institutionnelle totale. Mais une chose est sûre, l'histoire retiendra ce jour où, face à deux crises simultanées, un président a choisi de commenter les nuages plutôt que de protéger son peuple. Et ce jour-là, l'Amérique a tremblé, non pas à cause des missiles, ni à cause des inondations, mais à cause du vide à la tête de l'État. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir que ce vide n'est pas accidentel, qu'il est organisé, méthodique, et qu'il porte un nom: Projet 2025, un plan qui pourrait bien transformer cette brève descente aux enfers en stratégie de long terme. Un plan où chaque institution, chaque loi, chaque levier du pouvoir est reprogrammé pour servir un seul homme, et où l'État devient un outil privé au service d'une idéologie radicale. Ne manquez pas ce qui suit, car ce que nous allons vous révéler est plus inquiétant que toutes les tempêtes réunies. Oui, vous avez bien entendu, pendant que des familles texanes cherchent désespérément un abri, pendant que les pompiers s'enfoncent dans la boue pour sauver des enfants prisonniers de leur maison, pendant que l'Amérique tremble sous les eaux, le président des États-Unis évoque fièrement un prétendu partenariat météorologique avec un régime autoritaire du Golfe, comme si la gestion des catastrophes naturelles relevait désormais du commerce international, comme si la pluie pouvait être négociée comme du pétrole. Et pendant ce temps, la situation sur le terrain se dégrade. Les écoles se transforment en centres d'accueil d'urgence sans moyens. Les hôpitaux de fortune se multiplient. Les ONG suppléent les autorités absentes et l'angoisse grimpe dans les foyers américains qui se demandent combien de temps encore ils devront affronter seuls l'eau, la peur et l'indifférence présidentielle, car ce n'est plus seulement une question de communication ratée ou de maladresse médiatique, c'est un abandon stratégique, une fuite organisée, une présidence qui a décidé que les catastrophes naturelles ne méritaient pas son attention, sauf si elles peuvent être monétisées, médiatisées ou utilisées pour flatter l'ego du commandant en chef. Et alors que les experts climat alertent que ce genre de tempête va se multiplier, que les inondations seront plus fréquentes, plus violentes, plus meurtrières, la Maison-Blanche. Elle continue de parler de golfe de pluie qui calme et d'accords diplomatiques lunaires, comme si tout cela n'était qu'une série télé de seconde zone avec des décors en carton et des dialogues improvisés. Mais la réalité, elle n'attend pas que le script s'améliore. La réalité, elle emporte les voitures, les maisons, les vies, et elle le fait en silence, pendant que là-haut, au sommet de l'État, on joue à l'homme providentiel entre deux swings de fer 7. C'est ça. L'Amérique d'aujourd'hui, un pays sans capitaine, sans cap, sans compassion, où l'image passe avant l'action, où le golf remplace les briefings,
où les réponses d'urgence se négocient comme des deals de clubs privés. Et le plus glaçant dans tout ça, c'est que pour une partie de l'opinion, tout cela semble normal, parce qu'on s'est habitué à l'absurde, on s'est accoutumé au cynisme, on a accepté que la Maison-Blanche ne soit plus un centre de décision, mais un théâtre de l'ego présidentiel. Alors la question n'est plus combien de tempêtes faudra-t-il encore, mais combien de silence faudra-t-il encore avaler, combien de détresse faudra-t-il ignorer avant que quelqu'un quelque part dise assez de pluie, assez de jeux, assez de mensonges, assez de swing, pendant que l'Amérique se noie. Ce n'est pas un président qu'il faut, c'est un sauveur, pas un stratège d'image, mais un responsable, pas un amoureux des parapluies dorés, mais un homme d'État, parce que ce pays mérite mieux que des citations sur la mer. Il mérite des bottes dans l'eau, des décisions rapides, et une voix claire pour dire aux sinistrés « On est là, on ne vous laisse pas tomber ». Mais pour ça, il faudra peut-être attendre la fin de la partie, parce que pour l'instant, le président est occupé à viser le green, à écouter le chant de la pluie sur les feuilles de son club privé, et à se demander si Jack Sparrow aurait mieux géré la situation, lui au moins aurait su qu'on ne quitte pas le navire en pleine tempête trop divisée pour faire face seul aux crises majeures ou pire encore des entreprises privées prêtes à transformer chaque catastrophe en opportunité de marché. Imaginez une tornade sponsorisée un hôpital mobile avec abonnement, une alerte inondation réservée aux clients premium. C'est cela la logique du projet 2025, faire du chaos une politique du choc. Faire croire que le système s'écroule pour reconstruire autre chose, quelque chose de plus dur, de plus vertical, de moins démocratique. Et Trump, dans ce tableau, n'est pas un acteur égaré. Il est le chef d'orchestre. Il donne le ton, il inspire les coupes budgétaires, les nominations extrémistes, la stratégie du retrait en pleine crise. Il n'est pas dépassé. Il est préparé à laisser mourir des structures entières pour prouver que l'État ne mérite plus d'exister. C'est une guerre idéologique, menée en silence, une guerre contre l'idée même d'un bien commun, d'un filet de sécurité, d'une responsabilité fédérale, et chaque drame devient un levier, chaque inondation, un prétexte, chaque silence, une démonstration. Regardez comme l'État ne réagit pas. Regardez comme rien ne fonctionne. Regardez comme c'est inutile. Et si vous croyez encore qu'il s'agit d'exagération, jetez un œil au manuel préparé par les architectes de ce projet, plus de 900 pages détaillant comment licencier des milliers de fonctionnaires dès le premier jour, comment dissoudre les agences clés, comment placer des fidèles dans chaque recoin de l'administration pour s'assurer que plus jamais l'État ne pourra contredire la volonté du président, car c'est là le cœur du projet 2025, créer un pouvoir exécutif sans frein, sans garde-fou, sans recours. Et pour y parvenir, il faut que les Américains cessent de croire en leur propre système. Il faut les convaincre que la seule solution c'est l'homme fort, que la démocratie c'est du théâtre, que les secours publics sont des illusions, que la solidarité c'est pour les faibles. Et c'est exactement ce que le chaos actuel permet d'installer. Pas à pas, image après image, déclaration après déclaration, Trump n'improvise pas, il construit, il teste, il habitue l'opinion à l'absurde, à l'impuissance, à la peur, il façonne un futur où la prochaine tempête ne sera pas une tragédie mais une opportunité pour enfoncer un peu plus le clou dans le cercueil de l'État fédéral. Et pendant ce temps, pendant que les familles se noient, pendant que les soldats attendent des ordres, pendant que les journalistes tentent encore de comprendre le président, lui perfectionne son swing. Sourit à la caméra, parle d'alignement lunaire et répète inlassablement ce mantra étrange qui résume toute sa vision. Ce n'est pas mon problème. Et si vous pensez encore qu'il s'agit d'une faute, alors vous n'avez pas compris que c'était une stratégie, que tout est voulu. Chaque mot, chaque absence, chaque silence, chaque club de golf frappé pendant que l'Amérique coule n'est pas une erreur. C'est un message. Restez avec nous, car dans la dernière partie de cette enquête, nous allons plonger au cœur de ce manuel de destruction programmée, décortiquer les mécanismes du projet 2025 et comprendre comment une simple présidence peut devenir un laboratoire pour l'effondrement contrôlé d'une nation entière. Mais agir
ce n'est pas son projet. Agir, ce n'est pas son style. Agir, c'est déjà reconnaître que le pouvoir suppose une responsabilité et cette responsabilité-là, Trump n'en veut pas. Il veut l'autorité sans le devoir, le prestige sans le poids, les micros sans les bottes. Il veut présider, comme on joue une partie de golf, en choisissant ses coups, en ignorant les flaques et en demandant qu'on lui tienne le parapluie, pendant que d'autres écopent à la main. C'est ça l'Amérique qu'il construit, une Amérique de standing, une Amérique d'apparat, une Amérique où le pouvoir ne descend plus dans les rues sinistrées, mais s'élève dans les salons privés entre 2 verres de champagne et une discussion ésotérique sur les marées lunaires, avec un autocrate étranger pendant que les digues cèdent et que les cercueils flottent. Ce n'est plus un gouvernement, c'est une illusion, une pièce de théâtre où les seuls rôles réels sont ceux des victimes, où les seules décisions concrètes sont des coupes budgétaires, où les seules images d'action sont celles d'un président qui fait semblant d'écouter pendant qu'il pense à son prochain swing, et c'est là que réside la mécanique redoutable du projet. 2025, une mécanique fondée sur la passivité mise en scène, sur la destruction, enveloppée dans des mots doux, sur l'effondrement maquillé en réforme, parce que ce que Trump et ses alliés ont compris, c'est qu'on n'a pas besoin de tirer sur l'État pour le tuer. Il suffit de le laisser mourir et de faire croire que c'est de sa faute de laisser pourrir les institutions, pour mieux dire qu'elles étaient pourries de priver les secours, pour mieux dire qu'ils étaient inefficaces de couper les budgets, pour mieux prouver que ça ne marchait pas. Et quand tout vacille, on arrive avec des solutions miracles, des applications privées, des partenariats douteux des gardes de sécurité, à la place des pompiers, des briefings de lobbyistes, à la place des réunions d'urgence, et on appelle ça gouverner. Et pendant ce temps, les Américains qui ont encore foi en la promesse collective se retrouvent seuls face aux tempêtes, face aux missiles, face aux hôpitaux débordés, face aux écrans où le président sourit au lieu de parler, où il parle, au lieu d'écouter, où il écoute ses propres phrases comme des mantras vides. Et pourtant, tout cela est réel, tout cela est documenté, tout cela est devant nous, alors que faire continuer de filmer, continuer de raconter, continuer d'exposer, car si le silence est devenu l'arme principale du pouvoir, alors la parole doit redevenir la nôtre, parce que ce n'est pas qu'un président qu'il faut arrêter, c'est une dynamique, une dérive, une machine à broyer ce que l'Amérique a de plus précieux, son tissu social, sa capacité d'entraide, son espoir en des jours meilleurs. Le projet 2025 n'est pas une réforme. C'est une reddition devant les puissants, une attaque froide et méthodique contre ce qui unit un peuple, un effacement programmé de tout ce qui permet de se relever ensemble. Et si l'histoire nous enseigne une chose, c'est que ce genre de projet ne s'arrête jamais de lui-même. Il s'arrête quand on l'arrête. Alors posez-vous cette question. Une dernière fois, combien de vagues, combien de cercueils, combien d'appels à l'aide faudra-t-il encore avant que l'Amérique dise stop? Pas en silence, pas en coulisses, pas sur les réseaux, mais à voix haute et à visage découvert. Parce que tant que le président sera à l'abri sous son parapluie doré, tant que les projecteurs seront braqués sur son théâtre absurde, le projet continuera et la pluie, elle continuera de tomber. Il ne reste plus qu'un mot à dire et c'est oui, oui. À la lucidité, oui au courage, oui à l'idée qu'on ne regarde plus passivement un président transformer une fonction sacrée en show personnel. Oui à l'idée que le chaos n'est pas une fatalité, mais un choix stratégique, et que chaque minute d'inaction, chaque détour verbal, chaque swing de golf est une gifle silencieuse à celles et ceux qui croient encore en une Amérique digne de ce nom. Alors oui, à l'envie de résister, oui à la volonté de raconter ce que d'autres voudraient taire, oui à la nécessité de dire que le roi est nu et que le peuple est trempé jusqu'aux os, car la pluie ne lave rien quand elle s'abat sur un sol abandonné, elle n'apaise pas, elle révèle le mépris, elle révèle l'orgueil, elle révèle la trahison d'un pouvoir qui préfère les ombres du clubhouse aux lumières du réel. Et si cette vidéo vous a laissé un goût d'humidité, c'est peut-être parce qu'elle est faite de ce que le président fuit depuis le début,
La réalité brute nue, sans script, sans montage, sans excuse. Et cette réalité-là, vous pouvez l'ignorer. Vous pouvez en rire, vous pouvez l'oublier. Mais elle revient toujours, et cette fois, elle porte un nom, l'éveil d'une nation. Alors continuez de regarder, continuez de questionner, continuez de douter, parce qu'un peuple qui doute est un peuple vivant, et parce qu'un média qui éclaire les zones d'ombre est un rempart contre l'effondrement. Et si vous êtes encore là à écouter chaque mot, chaque silence, chaque éclat d'orage dans ce paysage politique noyé, c'est que vous avez compris que ce combat ne se joue pas seulement dans les urnes, mais dans les consciences, dans les conversations autour d'une table, dans les choix quotidiens que chacun de nous fait rester indifférent, ou lever la main, parler ou se taire, partager ou détourner. Souvenez-vous toujours que la démocratie ne meurt pas d'un coup, elle s'érode sous l'indifférence, goutte après goutte. Vous êtes la digue, restez debout,